Bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi réflexion sur l'intelligence artificielle, les plateformes numériques et les enjeux démocratiques en santé. C'est organisé par le Comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Coalition Solidarité Santé existe depuis 35 ans. On est un regroupement de maintenant plus d'une quarantaine de membres qui défendent le réseau public de la santé et des services sociaux en défendant les principes de base de l'universalité, la gratuité, l'accessibilité euh, et l'aspect public des soins de santé et des services sociaux. Donc aujourd'hui, comme vous savez, la semaine dernière, on avait une semaine d'action à laquelle la plupart de nos membres partout au Québec ont pris part, qui dénonçait les gouvernements qui sont mauvais pour la santé. Depuis une trentaine d'années, euh, toutes les réformes qui ont eu lieu et comment ça affectait la santé et aussi notre capacité démocratique sur le réseau de santé et des services sociaux. Et aujourd'hui, on se pose la question aussi sur l'aspect des nouvelles technologies qu'on voit beaucoup apparaître. On entend beaucoup parler du dossier numérique en santé. Il y a énormément de choses qui se brassent en ce moment et l'apparition et disons, l'omniprésence qui s'en vient de l'intelligence artificielle nous préoccupe aussi beaucoup. Donc aujourd'hui, on a deux panélistes très intéressant sur le sujet. Il y a Joëlle Gélina, qui est chercheuse postdoctorale en communication et en géographie à l'Université de Concordia. Ses travaux de recherche explorent principalement l'intersection de la culture, les technologies numériques et l'espace urbain. Ses projets antérieurs et en cours incluent des études sur les espaces de travail collaboratifs, les politiques culturelles, les stratégies de ville intelligentes, les politiques d'intelligence artificielle et la gentrification. Elle est notamment chercheuse associée à l'IRIS et elle est spécialiste des enjeux démocratiques en lien avec l'intelligence artificielle. Et également, on a Xavier Parent-Rochelot, qui est professeur agréé en gestion des ressources humaines au HEC Montréal et qui est membre de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA. Euh, c'est l'Obvia, si je ne me trompe pas, c'est ça qu'on communément appelé. Il étudie les rapports entre la technologie et travail, les gestions algorithmiques des travailleurs et la surveillance électronique des employés. Il s'intéresse également aux nouvelles formes de travail ainsi qu'aux bouleversements et aux enjeux associés à l'intelligence artificielle au travail. Donc, il collabore avec les syndicats depuis plusieurs années sur des projets liés au futur du travail. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je laisserai tout de suite la parole à Joëlle Gélina pour sa présentation. Oui, merci Geneviève. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Je vais vous partager mon écran, partager le visuel. Voilà, ça va, vous voyez tout le monde. Ce que je vous propose en première partie, c'est une introduction plutôt qui ne va pas traiter nécessairement de l'IA directement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Je vais laisser cette partie-là à Xavier qui va présenter ensuite. Mais c'est une introduction, une première réflexion sur la participation démocratique entourant le développement de l'intelligence artificielle. Puis j'ai mis la petite image de la déclaration de Montréal qui avait été écrite il y a quelques années déjà sur l'IA responsable parce que participation démocratique ici, dans le cadre de cette présentation-là, c'est comme ça que je l'entends, comme le principe avait été décrit dans la déclaration, c'est-à-dire que l'implantation de systèmes d'intelligence artificielle devrait être accessible, intelligible puis justifiable pour les gens qui vont l'utiliser dans leur milieu de travail, pour les gens sur qui aussi ça va avoir un impact. Puis aussi, ce deuxième pan dans ce principe-là, que les systèmes d'intelligence artificielle devraient pouvoir être l'objet de débats, puis d'un certain contrôle démocratique. C'est là-dessus que je vais présenter un petit peu. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle en ce moment respecte ce principe? Je peux vous dire tout de suite un petit spoiler que ça ne sera pas nécessairement le cas. Mais donc, trois parties à cette présentation-là. La première, juste circonscrire le développement de l'intelligence artificielle, donner des brèves définitions qui, je pense, peuvent être utiles, pas nécessairement techniques, comme vous allez voir, puis voir le contexte économique et politique en ce moment qui
informe nécessairement son développement. Ensuite, quelques exemples de cas, un au Québec et d'autres en Europe, où il y a eu l'implantation de systèmes d'intelligence artificielle dans les services publics. Et puis une troisième et dernière partie pour réfléchir à certains leviers d'action peut-être moins collectifs et politiques, mais nécessaires, je pense, quand même, pour résister à l'implantation de l'IA ou en tout cas résister à une certaine euh, forme d'imposition des systèmes donc, qui viennent un petit peu de manière top-down, là, qui ne prennent pas en considération nécessairement les besoins euh, des différents secteurs. Oups, j'étais pas en plein écran. Oh, ici, excusez-moi. Je vais juste avancer que ça fonctionne pour changer de page. Bon, super. Euh, Donc, pour définir l'IA, ben, je voulais d'abord d'emblée dire que c'est un terme qui est controversé, que beaucoup de gens, en fait, qui étudient l'intelligence artificielle refusent de l'appeler même intelligence artificielle. Puis là, j'ai mis trois ouvrages, dont un au Québec que j'ai pas eu le temps de lire. Là, ça vient de sortir, Le Grand Mirage. Et puis deux autres, un premier qui est américain, le troisième qui est canadien, mais donc de gens qui travaillent sur le développement de l'intelligence artificielle, mais qui refusent finalement de ce terme-là en disant que c'est principalement un terme marketing pour vendre finalement les produits d'intelligence artificielle, mais qui refuse le terme parce que il y a finalement ce refus de dire que les machines peuvent penser. Donc, de refuser le terme d'intelligence artificielle, c'est un peu dire, ben, le raisonnement informatique, si on veut, ben, il est à des lunes de la manière dont fonctionne un cerveau humain. Donc, on peut pas appeler ça de l'intelligence artificielle, c'est autre chose, ce sont des systèmes informatiques, mais on peut pas faire le parallèle finalement avec un cerveau humain et une quelconque forme d'intelligence. Puis donc, ce qu'on appelle finalement intelligence artificielle, ça regroupe des technologies diverses, tant au niveau de la manière dont ces technologies-là sont développées que dans les applications. Donc, une autre manière de présenter l'intelligence artificielle, d'en parler, puis je pense que c'est une manière qui est beaucoup plus utile pour penser aux impacts qui nous affectent, nous, dans nos milieux de travail ou dans notre vie quotidienne, c'est de penser en termes de processus d'automatisation. Ce que ça fait principalement, l'intelligence artificielle, c'est que ça automatise. Puis qu'est-ce qui est automatisé exactement? Ben là, c'est une petite catégorisation finalement que je vous propose, qui est différentes choses qui sont automatisées grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, la première chose qu'on peut automatiser, qui existe, première application, si on veut, c'est la classification. Donc, on automatise la classification. Donc, ça inclut la reconnaissance d'images ou même quand on navigue sur Internet, comme vous le savez, on reçoit des publicités qui sont ciblées selon notre historique de navigation. Donc, pour faire ça, il y a un processus automatique qui classifie en profil type de consommateur pour pouvoir être en mesure de cibler les publicités par la suite. Donc ça, c'est une première catégorie. Ensuite, il y a les recommandations. Donc, l'exemple le plus facile, je pense qu'à peu près tout le monde a Facebook ou une plateforme numérique autre comme Instagram. Donc, le fil d'actualité qu'on reçoit, l'ordre dans lequel on voit les choses. Donc, ça, c'est une sélection d'informations qui est faite finalement puis qui nous est recommandée. Deuxième type d'automatisation. Troisième type, c'est la transcription-traduction. Donc, on parle de, par exemple, reconnaissance automatique de la parole quand on peut mettre un enregistrement vidéo, plutôt audio d'une voix et l'intelligence artificielle va de manière automatique traduire en un autre format, par exemple celui de l'écriture. Donc, on va mettre
un fichier audio, puis l'intelligence artificielle va transcrire de manière écrite. Donc, quand on passe d'un format à un autre format grâce à ce processus d'automatisation. Puis les deux derniers, c'est, je pense, les deux dont on parle le plus actuellement et qui auront sans doute le plus d'impact dans les différents secteurs, les différents services publics, la génération de textes et d'images, ChatGPT, Gemini, Copilot. Donc, quand on entre des demandes, ce que dans le langage informatique on appelle des prompts, où on fait une demande, puis où on appelle aussi l'IA générative, là, parce qu'il y a une génération de textes ou d'images, donc qui va nous fournir une réponse par rapport à ce qu'on a demandé. Et puis, finalement, dernier processus d'automatisation qui peut arriver, c'est la prise de décision. Ça, c'est ce qui va être vraiment au cœur des cas que je vais vous présenter, où, par exemple, on va demander à l'intelligence artificielle ou système algorithmique, par exemple, d'approuver un prêt ou d'attribuer une allocation dans le cadre, par exemple, d'allocation familiale. C'est des exemples dont on va parler un petit peu plus loin. Donc, petite mise en contexte sans que ce soit technique, juste une manière de réfléchir à ce que c'est exactement l'intelligence artificielle, puis comment ça peut avoir des impacts. Pourquoi Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il veut pas changer de page à chaque fois. OK. Au niveau de son contexte de développement, ben c'est sûr qu'en ce moment, c'est une phase intensive qu'on pourrait dire d'industrialisation de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que il y a un changement en fait où c'était plutôt pendant plusieurs années circonscrit au domaine de la recherche et développement. Et là, depuis quelques années, il y a vraiment une forme d'industrialisation, de commercialisation de l'intelligence artificielle au sens où il y a de plus en plus d'applications concrètes dans divers secteurs industriels. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, j'imagine que vous vous en doutez, mais quand même insister là-dessus, c'est qu'il y a cette prise d'ampleur de l'intelligence artificielle qui est commercialisée, qu'on rencontre de plus en plus dans notre vie quotidienne sur les différentes plateformes qu'on utilise quotidiennement. Mais que ce développement-là est tout à fait dépendant des quelques grandes entreprises numériques qui contrôlent son développement parce que finalement, elles contrôlent les infrastructures, les ressources qui sont nécessaires pour le développement de l'intelligence artificielle, puis que ce sont elles qui font les investissements principalement. Euh, donc, ce sont les GAFAM, puis en particulier Google, Amazon et Microsoft, qui sont vraiment très, très actifs dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc, dans les avantages structuraux, disons, qu'elle possède et puis qui fait en sorte qu'elle contrôle ce développement-là, bien, il y a l'accès à une quantité de données incroyables avec nos activités sur Internet. Elle contrôle aussi et de plus en plus le développement des centres de données. Donc, il y a eu pour 2025, là, c'est les chiffres que j'avais, 300 milliards d'investissements de la part de ces trois grandes entreprises-là pour la construction de centres de données. Elle contrôle aussi les câbles sous-marins à travers le monde hein, pour faire circuler les données de façon mondiale. Elle contrôle la capacité de calcul aussi, la puissance de calcul informatique pour être capable de traiter cette quantité-là de données. Et puis, elles offrent finalement l'accès à ces ressources-là nécessaires à travers l'info nuagique, à travers le cloud. C'est-à-dire que l'IA, ça pourrait être une technologie, un système informatique qu'on achète ou qu'on achète les infrastructures pour le faire, puis qu'on implante dans notre organisation, par exemple. Mais ce que font ces entreprises-là, c'est qu'elles donnent accès à toutes ces infrastructures-là à travers l'info nuagique, de sorte que l'IA est complètement dépendante, en fait, de l'info nuagique puis des ressources que les grandes entreprises contrôlent. Puis avec ça, ben, elles mettent en place des stratégies pour avoir la mainmise encore plus sur le développement de l'intelligence artificielle. Elles vont faire des acquisitions, elles vont racheter les startups qui se développent, qui ont des avenues prometteuses
Ils vont faire des partenariats avec les grandes entreprises d'intelligence artificielle. Un exemple de ça, c'est le partenariat entre Microsoft et OpenAI, qui est la compagnie qui possède ChatGPT. Donc, ils ont un partenariat exclusif. OpenAI n'utilise que les services de Microsoft d'info nuagique. Et puis, Microsoft peut utiliser OpenAI pour le développement d'intelligence artificielle dans ses propres outils. Et un exemple de ça, c'est Copilot, que probablement que vous avez déjà soit vu, soit entendu. J'avais entendu récemment que dans certains CIUS, par exemple, il y avait eu l'utilisation de Copilot. Puis ce qu'ils ont tendance à faire, en fait, c'est d'offrir gratuitement au départ. C'est l'intégration de cette intelligence artificielle-là dans leurs outils, l'offrir à des organisations, à des entreprises de façon gratuite. Et puis, après quelque temps, le temps que les gens s'habituent puis deviennent accros, entre guillemets, vont demander de payer pour le service. Euh, et bon, un autre aspect peut-être un petit peu plus technique, là, mais c'est que pour aussi à entretenir une relation étroite avec les entreprises qui développent l'intelligence artificielle, elles vont fournir des kits de développement logiciel, bref, les outils techniques pour encore plus favoriser la dépendance avec leurs ressources puis leurs infrastructures. Et donc, en collaboration, ensuite de ça, ben, elles vont, les grandes plateformes avec les différentes plus petites entreprises d'intelligence artificielle vont développer des outils spécifiques. C'est ce qui se passe en ce moment pour différents secteurs. Donc, il y a une espèce de marché des applications d'intelligence artificielle pour différents secteurs, notamment administration publique et santé, qui sont des secteurs très prometteurs, entre guillemets, du point de vue de ces entreprises. Évidemment, il y a un contexte politique aux États-Unis en ce moment qui favorise vraiment l'essor, l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Euh, je regarde un petit peu le temps juste pour être sûre. Faites-moi signe hein, si jamais. Je sais que c'est assez court là. Mais il y a un contexte politique américain qui est vraiment favorable à l'expansion de l'intelligence artificielle puis au pouvoir de ces grandes entreprises-là. Ça, c'est le plan d'action pour l'intelligence artificielle qui a été publié l'année dernière. Oui, c'est écrit juillet 2025. Bon, les mots sont assez directs. Hein. Le but est de atteindre et maintenir une domination, excusez-moi, j'essaie de traduire en direct, une domination technologique globale qui est pas questionnée et pas challengée. Ce sont les mots d'introduction du rapport. Bon, il y a des mesures là-dedans qui parle de démanteler toutes les régulations contraignantes pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle par le secteur privé. Il y a des mesures pour tenter d'exclure toutes les infrastructures de l'intelligence artificielle, incluant les centres de données, des lois environnementales, par exemple. Il y a aussi des sortes de menaces au pouvoir des États qui, bon, dans certains États comme en Californie, ont établi des lois régulation par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, il y a cette volonté exprimée dans le rapport d'essayer de contourner les lois des États ou de leur retirer leur financement quand c'est des régulations qui sont trop contraignantes pour l'innovation. Puis, il y a aussi ce désir de favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle, toujours dans ce rapport-là, dans les grandes organisations, notamment le secteur de la santé qui est visé directement dans le rapport. Puis, ce qui est dit, c'est d'essayer d'encourager une try first culture. C'est-à-dire que le problème qui est vu, c'est pas le manque d'utilité des applications, mais que les organisations sont lentes à adopter les technologies. Donc, d'essayer d'instaurer une culture ben, on l'essaye, même si ce sont des systèmes à risque, même si ce sont des systèmes qui n'ont pas été bien testés pour des enjeux aussi importants qu'en santé, par exemple. Au Canada et au Québec, bon, c'est peut-être un petit peu moins dramatique, je dirais comme ça, bien que évidemment les États-Unis font pression hein, sur le Canada pour ne pas que le Canada développe des régulations trop contraignantes.
Puis, c'est ça, c'est peut-être un petit peu moins dramatique au niveau politique, l'encadrement de l'IA. Mais il y a quand même hein, une ouverture. Il y a quand même des réformes qui sont favorables à l'intelligence artificielle. Puis je dirais qu'il y a eu en fait deux phases là, des actions publiques par rapport à l'intelligence artificielle. Une première phase qui était surtout à partir de 2017 où on s'est mis à faire la promotion de l'intelligence artificielle, puis on a beaucoup financé la recherche, puis la commercialisation de la recherche. Bon, à ce moment-là, en 2018, je pense, là, avec des collègues, puis à l'IRIS, on avait écrit un petit papier là-dessus, puis les dangers pour le public de financer l'intelligence artificielle. Puis là, la deuxième phase qui a commencé quelques années après et qui est encore en cours en ce moment, c'est la transformation numérique de l'administration publique où on encourage finalement l'adoption de l'intelligence artificielle à même les services publics, à même la gestion publique finalement la fonction publique. Puis là, je vous ai mis bon les deux stratégies au niveau fédéral puis au niveau du Québec, les deux stratégies qui ont été rédigées là, pour adopter. Puis bon, je vois pas le temps, fait que je prends quelques secondes pour quand même vous dire aussi que bon, c'est depuis peu qu'au Canada, il y a un ministre de l'intelligence artificielle depuis l'année dernière, puis qu'il était chargé de rédiger une stratégie nationale. Je l'ai pas vu passer encore. Elle était supposée sortir avant le 31 mars de cette année. J'ai refouillé un petit peu, mais je l'ai pas vu. En tout cas, ça devrait pas tarder. Mais il y a eu un processus de consultation publique pour orienter. C'est pour ça que je mets des guillemets, puis je vois Xavier qui fait ça. C'est ce que je voulais mentionner, en fait, puisque le thème est participation démocratique, c'est que la consultation pour se rédiger cette stratégie nationale-là en matière d'intelligence artificielle a été très courte, strictement en ligne, puis surtout, là, un drapeau rouge que je lève et que j'ai pas été la première à lever. Les résultats de la consultation qui étaient strictement en ligne ont été interprétés par l'intelligence artificielle et c'est ça qui a été dans le rapport final. Et donc, on retrouve des objectifs qui étaient, bon, les objectifs prévus par le gouvernement au départ, qui étaient d'accélérer l'adoption de l'IA, puis d'essayer d'encourager des champions nationaux avec souvent un discours de souveraineté numérique, mais donc de financer des champions nationaux du secteur privé ici. Au Québec, il y a ça fait partie finalement de la transformation numérique de la fonction publique, de l'administration publique, qui a deux grands objectifs, faciliter les interactions entre l'État et les personnes citoyennes, puis accroître l'efficacité et l'agilité de l'État. Et donc, puis là, j'ai mis cette stratégie-là spécifiquement, mais il y a eu bon, quelques stratégies, plans d'action qui ont été écrits. Ce sont tous c'est pas une grande réforme législative, ce n'est pas des lois pour protéger l'intérêt public, protéger les citoyens, citoyennes par rapport à l'IA. C'est vraiment des plans pour intégrer l'IA comme outil de gestion. C'est vraiment ce qu'on voit là, depuis quelques années. Et des premiers projets d'automatisation qui a été testé et qui est maintenant en cours, qui est implanté là, de manière permanente. En tout cas, c'est ce qu'on croit, à moins de changements après ça a été médiatisé pas mal. J'imagine que vous en avez peut-être entendu parler un peu. Le programme UNIR du MES. Bon, il y a eu un épisode d'enquête, c'est aussi passé dans la presse, mais où, en fait, ce qui est automatisé, c'est le traitement des dossiers. Donc, excusez-moi, il y a un petit pop-up. Oh non, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. OK. Euh, Donc, dans le programme UNIR, ce qui est automatisé, c'est le traitement des dossiers. Donc, un des objectifs de ce programme-là,
c'est de euh, centraliser en fait tous les dossiers d'aide sociale dans un même bassin numérique et donc de ne pas avoir les dossiers qui sont traités de façon locale avec des agents locaux, mais de les centraliser sur une plateforme numérique. Et donc, quand la personne agente rentre au travail, elle a accès à cette plateforme-là. Et là, elle va demander, je fais une petite simulation pour vous expliquer un petit peu ce qui est automatisé là, dans ce programme-là. Elle va demander une tâche et donc là, le système est en charge, c'est lui qui est en charge en fait de recevoir les demandes qui viennent des bénéficiaires, d'identifier le dossier, le profil du bénéficiaire. C'est le système qui est également en charge de prioriser. Donc ça, c'est un élément quand même assez central du système. C'est lui qui va prioriser les tâches, les dossiers et qui va ensuite distribuer aux agents, aux agentes les tâches prioritaires. Et là, donc, ce qu'on a vu, notamment en enquête là, et dans les articles de presse, ben, c'est qu'il y avait des conséquences à tout ça. En fait, que c'est un système qui a évidemment des failles, mais en fait, on pourrait dire, je vais tout de suite à un des derniers points, là, mais c'est que on pourrait dire que le système a un biais d'objectif, c'est-à-dire que les résultats du système algorithmique sont biaisés par les objectifs d'usage. L'objectif, c'est pas d'offrir un meilleur service aux bénéficiaires, c'est d'être efficace, des objectifs de rigueur financière. Donc, c'est ce qui fait, au détriment du travail et au détriment des bénéficiaires. Les impacts sur les agents, les agentes, ben, il y a une perte d'autonomie dans le travail parce qu'elles sont plus chargées de prioriser les tâches, donc une déconnexion quand même aussi avec le travail, avec les dossiers, puis une perte d'expertise, notamment en travail social, parce qu'il y a une rupture assez importante du lien qui est entretenu avec les personnes bénéficiaires. Il y a aussi l'imposition d'un rythme de travail épuisant, puis ça, c'est ben, j'imagine que Xavier va peut-être en parler tantôt, mais c'est un des effets de l'automatisation sur le travail, bien plus que la perte, je pense, des emplois, c'est la détérioration des conditions de travail. Donc, ça ici, c'était un aspect important aussi. Donc, le rythme un peu effréné, qui est un des objectifs, je pense, malheureusement, du programme. Les impacts sur les bénéficiaires, ben, il y a une déshumanisation, il y a une perte du lien avec la personne agente. Il y a aussi, ça fait en sorte qu'ils doivent parler à différentes personnes et donc des fois répéter les mêmes choses, les mêmes situations vulnérabilisantes à différentes personnes. Il y a des difficultés d'accès, évidemment, ce qu'on peut questionner. Puis d'ailleurs, les autres cas que je vais présenter si j'ai le temps, c'est la même chose, hein? C'est des programmes qui sont implantés et qui ont des impacts sur des gens vraiment vulnérables en situation de précarité. Et c'est étrange que ce soit ces secteurs-là qu'on vise en premier pour aller tester les systèmes d'intelligence artificielle. C'est étrange et déplorable. Donc, difficulté d'accès parce que il y a une fracture numérique hein, auprès on offre des outils qui sont exclusivement numériques. Le service est plus disponible en personne. Il faut appeler, mais passer par pas des agents, mais des gens qui sont des sous-traités. De ce que j'ai entendu, là, ça, je peux pas, moi, j'ai pas travaillé directement sur sur ce programme-là, mais de ce que j'ai entendu, ce sont des gens qui sont sous-traités, des gens des services à la clientèle, là, des conseillers de services à la clientèle. Puis c'est disponible, sinon, seulement en ligne. Donc, puis c'est des populations qui n'ont pas nécessairement tout l'accès aux ordinateurs. Souvent, ils vont avoir accès à Internet, mais sur le téléphone, ce qui est vraiment difficile pour remettre des documents et tout ça. Donc, des enjeux d'accès, puis aussi des erreurs, hein, parce que les intelligences artificielles font beaucoup d'erreurs. Donc, des délais des erreurs dans le traitement des dossiers. Puis, donc, l'impact aussi plus général sur le service public, ben, c'est que ça amplifie finalement les vulnérabilités, la précarité chez ces personnes-là, plutôt que d'offrir un soutien, un service public, hein, qui est l'objectif de venir en aide aux plus vulnérables. Euh, c'est pas nécessairement un
un changement qui s'effectue strictement avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on était dans ces objectifs d'efficacité, d'objectifs gestionnaires avant ça, mais ça vient amplifier, si on veut, ces dynamiques-là. Les enjeux pour l'avenir au Québec à surveiller, je pense, ben, c'est parce qu'ils veulent aller de l'avant avec ce genre de transformation numérique-là, ce genre d'implantation de systèmes algorithmiques. Donc, de voir, puis on va le voir dans les autres cas où ça pourrait aller, mais de surveiller l'automatisation du traitement des demandes même. L'automatisation possible de la gestion des risques, hein, de contrôle accru, de surveillance accrue des bénéficiaires pour essayer de détecter les risques de fraude ou d'erreurs dans les demandes qui feraient en sorte qu'ils auraient perçu trop d'argent. Ça, c'est les cas, en fait, que je vais vous présenter à l'instant. Mais dernière chose que je veux dire avant, c'est que, ben, à voir si on continue en fait d'imposer des solutions technologiques de cette façon-là, alors qu'on a bon les principes de la Déclaration de Montréal qui parlent de démocratie, de soumettre ces systèmes-là au débat, à l'examen, au contrôle démocratique, puis qu'on a aussi dans les plans même du gouvernement du Québec par rapport à ça, des affirmations selon lesquelles les systèmes vont être co-construits en collaboration avec les milieux, alors que ce qu'on voit, c'est vraiment l'imposition assez top-down de ces systèmes-là, qui ça vient pas répondre aux besoins ni des bénéficiaires, ni des gens qui travaillent dans ces ministères. Donc, à suivre pour la suite si il y aura des mécanismes de collaboration plus ben, tout court, en fait, s'il y en aura, parce que pour le moment, il y en a pas. Deux cas rapidement, en fait, qui se ressemblent, Oui. donc j'en parle. Oui, c'est ça, hein, je vois pas le temps. Il me reste combien de temps? On va dire 2 minutes. 2 minutes? OK. Ben, vraiment Trois, une ligne sur quatre. ces cas-là, parce que je veux quand même passer un petit peu de temps, 2 minutes sur la section finale. Mais deux de ces cas-là, en fait, où, comme je vous ai dit, ce qui a été mis en place, c'est un système pour essayer de prédire les dossiers qui auraient des anomalies et donc détecter les cas de fraude. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est en France puis dans les Pays-Bas. Je vous invite à googler pour aller voir plus en détail. Il y a des vidéos, des témoignages assez choquants. Mais où, en fait, c'est vraiment important de comprendre que les systèmes algorithmiques ne vont pas détecter les anomalies, ils vont prédire, ils vont tenter de prédire euh, quels vont être les dossiers potentiellement problématiques selon des facteurs de risque, mais qui finalement encouragent plus de discrimination. Donc, dans le cas de la France, ce que la recherche a montré, c'était un surcontrôle des mères monoparentales. Et puis, aux Pays-Bas, plutôt les ménages où il y avait une nationalité autre que néerlandaise, soit d'un parent ou des deux parents, c'était dans l'allocation familiale, mais donc des boucles finalement discriminatoires assez intenses. Donc, je passe vite là, sur ces cas-là pour aller à la conclusion sur essayer de résister à l'implantation de l'intelligence artificielle ou en tout cas d'essayer de transformer comment ça se fait en ce moment, comment ça s'impose. Puis la première chose que je dirais, c'est de demeurer critique face aux grands discours qui circulent dans les médias, puis là, tant les discours utopistes que les discours catastrophistes, parce que les deux, souvent, masque, puis je dis pas que c'est toujours intentionnel, j'en ai aucune idée de c'est quoi les intentions, mais je pense que quand on parle de risque d'extinction de l'humanité par rapport à l'intelligence artificielle, on masque les enjeux actuels plus pressants, les inégalités qui sont en ce moment même dans le développement de l'intelligence artificielle puis dans sa mise en place. Donc, une série de questions. Puis évidemment, parce que vous êtes des groupes déjà impliqués dans la société, des groupes de société civile, des syndicats, tout ça, évidemment, tous les moyens classiques des syndicats, puis des groupes de pression citoyens, tout ça, ça vaut. Là, puis évidemment, je les encourage, mais ce que je propose, c'est des questions spécifiques, en fait, quand on est face à une situation d'implantation d'un système d'intelligence artificielle, pour mieux le comprendre, mieux le résister, peut-être potentiellement le transformer ou amener les gestionnaires qui prennent les décisions à
à réfléchir avec vous peut-être. Donc, une série de questions comme c'est quoi exactement la tâche qui va être automatisée? Qu'est-ce qui entre dans ce système-là? C'est quoi les données qu'on donne, puis qu'est-ce qui en sort exactement? Est-ce que l'information qu'on donne au départ, elle est suffisante pour déterminer le output ou le résultat? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on est capable de comprendre le lien entre les deux? Est-ce que le système est décrit comme étant humain? Souvent, il y a des noms comme agent conversationnel ou agent. Donc, on va humaniser les technologies. Pourquoi on fait ça? Qui a avantage à ce qu'on fasse ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça va être une intelligence artificielle? Puis, si c'est habituellement une personne humaine qui fait ce travail-là, est-ce que le système peut vraiment le faire de la même manière? Qu'est-ce qui est attendu? Ensuite, comment le système est-il évalué? Comment on l'a testé? Avec quelle méthodologie? Souvent, on nous présente des chiffres de fiabilité. Ben, poser des questions sur exactement c'était quoi qui a été fait comme test pour arriver à ce résultat-là. Qui bénéficie de la technologie et comment exactement? Ça, on peut voir que si on pose cette question-là, par exemple, au programme UNIR, on voit bien que c'est pas les bénéficiaires au final qui bénéficient de la technologie à qui cette, ça c'est une question très importante, je pense, à qui cette technologie peut-elle potentiellement nuire? Et là, que l'IA fasse une erreur ou non. Et dans les deux cas, quels sont les recours pour les gens? Ici, dans le programme UNIR, on n'a pas du tout de recours pour les gens. Il n'y a pas de recours en cas d'erreur. Il y a pas de recours sur les conséquences. Donc, prévoir les recours, poser la question pour essayer d'encourager une sorte de qu'on prévoit à l'avance finalement le recours en cas d'impact nuisible des technologies. Puis, une dernière, comment le système a-t-il été développé? Souvent, puis là, j'ouvre un petit peu une autre porte pour terminer, mais l'entraînement de l'IA nécessite beaucoup de travail humain qui est souvent camouflé, qui est fait dans des conditions atroces. Donc, je vous encourage, si jamais ça vous intéresse, à regarder le documentaire Les sacrifiés de l'IA sur les gens qui entraînent l'intelligence artificielle, notamment au Kenya. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, Joël. C'était super intéressant. Je voulais pas te, je voulais pas te presser parce que c'était vraiment intéressant. Euh, Puis je suis certaine qu'il va y avoir des questions, mais je passerai tout de suite à la présentation de Xavier, là, juste pour être certaine qu'on ait le temps d'en entendre le plus possible pour ceux qui quittent à 13 heures. Mais on pourra avoir une période de questions par la suite là, pour les autres. Puis s'il y a des participants qui doivent quitter euh, à 13 heures, là, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions s'il y a lieu par la suite. Je vais juste changer la, le- le- la pin. Oups, excusez, petite difficulté technique. Xavier, est-ce que tu retirerais juste une petite seconde ton Oui, écran? Parce que je pense que ça me sans bloque. problème. J'aimerais. OK. Merci beaucoup. Bon, j'arrive pas à te piner, mais on devrait être correct. Fait que je te Pas laisse grave. aller. Tant qu'on voit ma présentation, le reste importe peu. D'accord, je te laisse aller. Bon, moi aussi, j'arrange mon écran. Bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette invitation. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Je vois quelques visages familiers également, donc ça me fait plaisir de connaître ce groupe que je dois avouer que je ne connaissais pas. En fait, merci à Joël aussi pour sa présentation. Ma partie à moi va être très complémentaire, je pense, parce que là, on va vraiment se focaliser sur la question du travail et les impacts de l'IA sur les travailleurs et travailleuses de la santé. J'avais prévu d'être capable de changer de diapo. Oui, voilà, ça marche. Euh, J'avais prévu une présentation en 4 blocs et je pense que je vais peut-être sacrifier pour l'instant le bloc 3. Et puis
s'il y a des questions, là, bien sûr, on pourrait revenir dans les questions-réponses. Donc, première partie sur les impacts de l'IA sur le marché du travail, parce qu'on en parle et on en parle de plus en plus sur les disparitions, les emplois à risque, tout ça. Ensuite, la question qui, je pense, est encore plus centrale que celle-là, c'est-à-dire quels pourraient être les impacts de l'IA sur la qualité, donc des impacts plus qualitatifs en termes de conditions de travail, là, comme Joël l'a effleuré. Puis, ben, c'est ça. Après ça, j'avais prévu parler de deux enjeux liés à la démocratie, l'IA et le travail, donc à savoir les compétences, bien sûr, qui est un pilier d'une utilisation démocratique de l'IA, et bien sûr la gouvernance. Voilà. Donc, je vais tenter d'être bref. Euh, Premièrement, les impacts de l'IA sur le marché du travail. Donc, dans quelle mesure l'IA va détruire les emplois, dans quelle mesure on va se retrouver dans une situation de chômage technologique généralisé. Bon, c'est une question dont on parle depuis très longtemps, puis c'est une question naturellement qui est pas propre à l'IA, là. Chaque vague chaque révolution industrielle ou même chaque nouvelle vague technologique a entraîné cette question-là. Puis là, je vous présente ici les résultats de quelques études là, depuis 2013 sur les prédictions de destruction d'emplois liées à cause de l'IA, si on veut. Euh, donc, vous voyez qu'il y a comme une première vague là, à partir de 2013, puis ça correspond à peu près à l'envol là, de la phase la plus récente de l'IA. Donc, de 2013 à 2015, 16, 17, là, il y a eu une première vague, pardon, d'études plus alarmistes qui disaient que et plus de 50% des emplois allaient disparaître dans un horizon temporel de, disons, 20-30 ans. Bon, force est de constater 10 ans, 10-15 ans plus tard que ça ne s'est pas avéré. Suite à ça, il y a eu une autre vague d'études beaucoup plus conservatrices avec des résultats. C'est sûr que chaque étude a aussi une forme d'idéologie derrière, là. Et là, on est arrivé dans une vague où on essayait de nous faire croire ou nous imposer l'idée que l'IA allait surtout augmenter le personnel davantage que le remplacer. Et puis là, depuis la forte progression de l'IA générative, donc de ChatGPT et autres, et on se rend compte que oups, ce risque-là de remplacement technologique qu'on avait presque mis de côté, ben finalement, faut commencer à s'en préoccuper. Parce que oui, l'IA est en mesure d'automatiser beaucoup de tâches. Puis là, on parle juste de l'IA générative ici, là, mais d'automatiser beaucoup de tâches qui en ce moment, se traduisent pas nécessairement par des abolitions de postes directement, quoique on en voit aussi, mais ça se traduit certainement par une baisse de la demande pour des postes d'entrée, des postes administratifs. On va en parler tantôt, là. Donc, tu sais, on voit réapparaître des chiffres préoccupants. OK? Puis il est encore trop tôt, tu sais, il est encore trop tôt pour avoir des chiffres réels. C'est ça le problème un peu avec ces données-là, c'est on est toujours obligé de se rabattre sur des chiffres prospectifs. Donc, mais là, lorsqu'on voit arriver les données, principalement aux États-Unis, sur le resserrement du marché du travail pour les postes d'entrée, on se dit, oh, OK, la question des pertes d'emploi est certainement pas à éluder complètement. Loin de là. Euh, Bon, vient avec cette question-là, la question de quels sont les emplois les plus à risque. Euh, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. La première, c'est les postes d'entrée. Je pense que ça, c'est un constat là, qui se dégage de plus en plus. Euh, je sais pas si on a le temps pour ça, mais en tout cas, allons-y. Euh, la plupart des organisations, publiques, privées, peu importe, étaient jusqu'à maintenant faites dans une logique de pyramide, hein, où on a beaucoup d'emplois, disons, juniors ou de postes d'entrée. Puis après ça, on progresse, mais il y a moins en moins de monde qui occupe les emplois professionnels, puis les emplois plus haut placés jusqu'à la direction. Donc, une forme pyramidale. Et l'IA nous ferait peut-être migrer vers une forme en diamant, que vous voyez à la droite, c'est-à-dire où on automatise des postes d'entrée de plus en plus. Donc, il y a moins de postes d'entrée disponibles parce que ces tâches-là, les tâches qui font partie de ces emplois-là sont automatisées. Et on se retrouve avec un plus gros bassin au milieu d'emplois dits professionnels. Ça, c'est ces employés-là occupent donc au fond des tâches qui demandent des exigences cognitives un peu plus élevées pour lesquelles l'IA n'est pas encore en mesure de les faire. Puis ensuite, on a la tranche supérieure là, des postes de direction. Bon, le grand problème avec ça, c'est où est-ce qu'on va prendre les tâches du milieu si on coupe les postes d'entrée.
Hein? Où est-ce qu'on va prendre les talents de demain, là, pour employer la rhétorique des ressources humaines? Où est-ce qu'on va prendre nos talents si on rétrécit le pipeline d'accès au marché du travail? Puis, de deux, ben, quel va devenir l'avenir du marché du travail pour nos jeunes, les personnes qui sortent de leur formation, là, c'est-à-dire. Donc, voilà. Donc, outre les postes d'entrée, les emplois les plus à risque, ben là, je pense que je vous apprendrai rien, mais c'est les emplois les plus composés de tâches standardisées, répétitives, redondantes, de tâches pour lesquelles il est facile de collecter des données. Hein. Quand nos tâches impliquent, quand tout ce qu'on fait dans notre travail est associé à des données derrière, parce que c'est des données qui alimentent potentiellement les algorithmes qui vont éventuellement pouvoir faire ce qu'on fait. Euh, Prise de décision simple, hein, les prises de décision un peu répétitives et qui s'appuient sur des critères précis, bien définis. Ça, l'IA Excel aussi là-dedans. On parle de service à la clientèle. Euh, c'est pas le bon mot pour un groupe de santé, là, mais tout ce qui est service à la population de première ligne. OK? Service de première ligne, puis ça, on va en reparler tantôt, mais dans le réseau de la santé, je pense que c'est un des aspects là, peut-être un peu préoccupants. Euh, En revanche, ce qui est, les emplois à risque, ce sont ceux qui requièrent peu de résolution de problèmes complexes, donc de capacité d'adaptation. En parenthèse, c'est encore une des grandes faiblesses de l'IA, la capacité d'adaptation. Donc, je pense que déjà ça nous préserve en quelque sorte, là, chez beaucoup de monde. Je pense que la capacité d'adaptation dans le monde de la santé, c'est très important avec la quantité de changements qu'on vit, que vous vivez, c'est-à-dire, donc, juste, ne serait-ce que pour ça, c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Puis naturellement, les emplois qui requièrent peu de créativité et d'intuition. Euh, pour ce qui est des risques d'automatisation des professions du secteur de la santé, la plupart des professions, en tout cas du moins les emplois cliniques, là, et le personnel soignant, font partie des emplois qui sont les plus préservés. Si on regarde la plupart des statistiques, là. Euh, donc, c'est un secteur qui n'est pas parmi ceux qui sont le plus à risque d'automatisation, on va se le dire. Mais il y a quand même plusieurs mais, là, plusieurs bémols. Il y a quand même ce que je disais tantôt, tout ce qui est les services de première ligne où on voit de plus en plus apparaître un peu partout dans le monde, pas nécessairement au Québec, quoique, euh, des agents conversationnels qui vont remplacer le personnel en première ligne. Le tri aux urgences, par exemple, dans certains endroits qui se fait beaucoup par l'intelligence artificielle avec des énormes billets, là. Et deuxièmement, on est un peu plus dans le futurisme, là, mais quand même, ben, il y a de plus en plus d'IA qui se développent comme soutien émotionnel pour les personnes en perte d'autonomie. Et puis, je dis émotionnel, c'est pas juste émotionnel, mais soutien psychologique, accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Il y a des progrès qui se font. C'est pas, ça demeure anecdotique pour l'instant, mais les progrès sont là. Donc, voilà pour ce qui est de la partie, là c'est un condensé, là, naturellement, mais pour ce qui est de la partie IA et marché du travail. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie sur l'IA et ses impacts plus qualitatifs sur les emplois. Donc, jusqu'à quel point les gens en santé sont exposés à l'IA, au travail avec l'IA. Euh, on a fait avec des collaborateurs syndicaux, puis j'en vois quelques-uns là, ici dans mon écran. Donc, avec l'OVIA et avec 11 grands partenaires syndicaux, dont les grands syndicats santé, donc la PTS, la F3S, la FIC, la CSQ également, qui est quand même qui est présente en santé. Bref, on a un très bel échantillon, là. On a presque 5000 personnes au Québec en tout qui ont répondu, tout secteur confondu. Mais tout ça pour dire que vous voyez, la proportion de personnes qui s'estiment fortement exposées à l'IA dans leur travail dans le secteur de la santé elle est de 34%. Puis il y en a 42 qui s'estiment faiblement exposées. Donc, tu sais, quand on compare la santé aux autres secteurs, elle fait plutôt partie de la portion inférieure. OK? Mais ce qu'il faut noter là-dedans, là, c'est la progression. Parce que si on compare ces chiffres-là avec les statistiques des dernières années sur la présence de l'IA dans le travail du secteur de la santé, on voit le progrès. Donc, on voit que l'IA, c'est pas le premier secteur pardon, la santé, c'est pas le premier secteur où l'IA s'est implantée, mais elle progresse, par exemple. Elle gagne du terrain.
Euh, Là, je présente quelques exemples de l'IA qui est dans le secteur de la santé, puis peut-être dans la période de questions, je serais curieux de savoir, tu sais, vous, dans vos milieux, comment ça se manifeste. Bon, l'IA peut être autant un outil de travail pour le personnel qu'un outil de contrôle ou un outil de gestion, donc pour l'employeur. Euh, donc, l'IA comme outil de travail, ben, il y a des exemples autant sur le plan clinique que sur le plan administratif. C'est sur le plan clinique, ben, aide au diagnostic, suivi des plaies, prévention des chutes. Joël parlait tantôt de l'IA prédictive. Ben oui, il y a des beaux outils là-dedans pour prévenir le risque de chute. Donc, tu sais, je pense que on parle beaucoup des risques, là, puis tant mieux, il faut absolument en parler, mais il ne faut pas occulter non plus les usages parfois intéressants qu'il peut y avoir, avec tous les points de vigilance là, qui viennent avec. Euh, Sur le plan administratif, ben, bien sûr, ça, vous le savez, j'en suis persuadé, la tenue de dossier, prise de notes, tu vas avoir un exemple juste après là-dessus, soutien à la rédaction de documents, faire les horaires, hein, du moins l'aide aux gestionnaires pour la confection des horaires, soutien au recrutement, à la sélection. Bon. Puis il y en aura d'autres, là, bien sûr. Maintenant, puis ça, moi, c'est une question qui me préoccupe, là, c'est les usages de l'IA, non pas comme un outil de travail, mais comme un outil de contrôle ou comme un outil de gestion du travail. Puis ça, ben, on peut parler de gestion algorithmique à ce moment-là, la gestion algorithmique du personnel, de surveillance électronique du personnel. Donc, il y a plusieurs exemples. Tu sais, si on parle juste de la surveillance électronique avec l'IA dans les milieux de travail, ça a augmenté de façon fulgurante hein, depuis la pandémie. Puis maintenant qu'on revient au bureau, ben, ça diminue pas. Au contraire, ça augmente encore parce on est dans une vague là, où l'employeur essaie de plus en plus de contrôler la présence au bureau. Donc, voilà, peu importe ce qu'on fait, on le surveille. Euh, et là, je vais peut-être vous parler d'un exemple un peu plus précis, du moins le nommer, euh, sans nommer l'endroit, là. Mais il y a un CIUS à Montréal, puis il y en a un autre quelque part au Québec, un projet pilote sur l'IA dans les soins à domicile. Puis ça concerne peut-être certaines personnes d'entre vous. Euh, et c'est un exemple un peu préoccupant qui est très relié à ce que Joël expliquait par rapport au projet UNIR précédemment. Cet outil-là, ce qu'il fait, c'est qu'il organise les routes des infirmières en soins à domicile. Donc, ils organisent leur caseload, là, ou le nombre de patients, patientes qu'elles ont à voir par jour. Elles font vraiment les routes, là, géographiquement parlant. Elles, euh, elles organisent un peu aussi les notes qu'elles doivent prendre. Et donc, tu sais, sur le fond, l'intention est pas mauvaise. Ben, je veux dire, c'est une intention quand même d'optimisation, donc c'est toujours questionnable. Mais ce qui est questionnable, c'est la façon dont ils ont le procédé qui a été fait et puis les conséquences sur le quotidien au travail des infirmières. Donc, tu sais, la raison d'être ou ce fonctionnement-là est calqué sur une logique d'optimisation basée sur la demande. En fait, pour simplifier la chose, c'est un peu comme le modèle Uber hein, où on a tant de clients qui cherchent un taxi, ben, on met tant de chauffeurs disponibles, puis l'algorithme est en charge d'équilibrer, là, de faire le matching qu'on appelle entre la demande et l'offre. Bon. Puis, ce modèle-là est implanté dans plein de sphères, dans plein de secteurs d'activité. Puis là, on le voit arriver maintenant au Québec dans le secteur de la santé. Ça a commencé par l'Angleterre qui a eu ça beaucoup. Ça fait depuis 2017, je pense qu'ils ont ça en Angleterre pour les soins à domicile. Puis là, ça arrive au Québec. Bref, l'algorithme fait vraiment des routes optimales pour les infirmières, ce qui fait en sorte que, puis là, je vois certaines personnes de la FIC, puis c'est dans vos événements que j'ai appris ça, mais euh, ce qui fait en sorte que dans certains cas, le nombre de patients à voir est passé du simple au double. Donc, si l'infirmière avait 8 patients sur sa route avant l'implantation de ce système-là, qui s'appelle Alaya Care, ben maintenant, on est à 16 patients par jour. Donc, veut pas, la qualité des soins, c'est sûr qu'elle diminue.
C'est parce que la façon dont l'algorithme calcule ça, c'est que lui, il calcule combien de minutes ça prend pour faire un pansement X, combien ça prend pour faire un suivi de médication, combien de temps ça prend pour faire tel acte, tel acte, tel acte, mais il occulte largement tout ce qui est psychosocial derrière. Puis c'est une grande partie, bien sûr, du volet soins à domicile, on se comprend. Donc, je pense que c'est un projet très semblable, tu sais, dans sa philosophie à celui d'UNIR dont tu parlais, Joël, dans cette vague d'optimisation des services par l'intelligence artificielle dont il faut absolument se méfier pour toutes sortes de raisons, mais entre autres pour les conditions de travail euh, du personnel en santé. Bon, j'avance vite, là, je vois là, vraiment. Euh, les bénéfices attendus, ils sont vraiment pas tous au rendez-vous. Et là, tu sais, il y avait des grandes promesses. Il y a des grandes promesses euh, avec l'implantation de l'IA, que ça va nous faire gagner en productivité. Ce que disent les études là-dessus, c'est oui, c'est vrai, là, ça serait pas mal le principal avantage de l'IA, gain de productivité. Pas pour tous, hein, surtout pour les jeunes, surtout pour les juniors, là. On parle de productivité ici, on parle pas nécessairement de compétences, là. Le problème ici, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec le gain de productivité? Est-ce que ça se traduit par une moindre charge de travail pour les employés? Bien sûr que non. On travaille pas moins d'heures. Au contraire, on fait plus de choses, on est plus productif, donc on nous en demande plus. Donc, voilà. Mais le gain de productivité, là, ça c'est vrai. Charge de travail, comme je disais, là, les études ne s'entendent pas du tout. L'impact de l'IA sur la qualité du travail rendu, on le sait pas. Il y a encore très peu d'études. C'est très compliqué à étudier aussi. Créativité, c'est une des grandes promesses de l'IA aussi qui nous libérerait là, la créativité. C'est vrai pour certaines personnes, mais ce que les études montrent, c'est que l'IA a pas une baguette magique, là. C'est que pour que l'IA puisse entraîner un gain de créativité, il faut que les personnes aient déjà les compétences de base de leur emploi. Que l'IA va pas inventer la créativité. Donc oui, gain de créativité, c'est vrai, mais surtout pour les gens avec plus d'ancienneté, pour les seniors, autrement dit. Voilà. Sauf que la qualité du travail, c'est pas juste une question de productivité, bien sûr. Nous, on se préoccupe beaucoup des impacts ou des risques de l'IA sur les 3 C. C'est un modèle qu'on est en train de développer là, avec des collègues ici. Les 3 C du travail, donc le contenu du travail, c'est en termes de charge de travail, de cadence, mais d'autonomie aussi, d'intérêt, de sens au travail, de la variété des tâches. Donc, tout ça. Puis bien sûr, sur les risques, hein, les risques physiques et psychologiques aussi. Ensuite, il y a les impacts de l'IA sur le contexte du travail en termes de climat là, et de représentation collective, de voix, donc de possibilité de s'exprimer. Et ça, je pense que dans une question de démocratie, là, c'est très important, bien sûr. Respect de la vie privée. Puis le dernier C, ce serait les conditions de travail. Donc, disons, à plus long terme ou de façon plus macro, là, quels seraient les impacts de l'IA sur la rémunération? C'est dans le jeu de l'offre et la demande pour certains emplois dans le marché du travail, bien sûr, ça a des impacts sur la rémunération de ces choses-là. Stabilité des horaires. Tu sais, si je prends l'exemple d'Alaya Care, de l'IA en soins à domicile, dans beaucoup de pays du monde, des systèmes comme ça se traduit par des contrats à 0 heure. Donc, on migre vers des agences privées à ce moment-là. Puis les infirmières sont basées, deviennent un peu rémunérées à l'acte, en fait. Donc, c'est en termes de prévisibilité de la rémunération, mais aussi des horaires. On passe vraiment, tu sais, on passe des emplois très bien encadrés, des emplois syndiqués, à des emplois non syndiqués, agences, travailleurs autonomes, pas de prévisibilité d'horaire, etc. Bien sûr, on n'en est pas là, là. C'est pas ce qui se passe au Québec, mais disons que l'arrivée de systèmes comme ça facilite cette migration-là. J'avance très vite, je sais pas, oui, j'aurais quand même prendre le temps d'un mini-exemple, OK? Peut-être pour illustrer ces choses-là. L'exemple en question ici, c'est des outils d'IA pour la prise de notes, la prise de notes clinique. C'est de plus en plus présent. Il y a des projets pilotes dans plusieurs milieux là, au Québec là-dessus. Euh,
Puis, tu sais, vous voyez, il faut regarder les avantages et les risques aussi, hein, parce que dans les deux, comme dans mon schéma précédent, il y a toujours la possibilité d'un travail augmenté. L'IA peut amener des améliorations, hein, c'est vrai, dans ce côté-là, ça peut réduire la charge de travail à plein niveau, comme ça peut poser des risques aussi. Fait que c'est un peu l'idée là, que je voulais amener avec l'exemple en question. Donc, tu sais, les outils comme celui-là là, que vous voyez, le Scribe médical, bon. euh, c'est sûr que ça peut évidemment amener une diminution du fardeau administratif, hein. Ça permet de prendre des notes plus rapidement. Ça permet peut-être de consacrer plus de temps à d'autres choses qu'on juge prioritaires dans notre travail, comme par exemple les tâches centrales, ou c'est du temps consacré aux patients. Ça peut faciliter le partage de la coordination des dossiers, notamment avec l'arrivée du DSN, bien sûr, c'est pas étranger à ça. Euh, mais il y a beaucoup de mais aussi. Tu sais, il y a des erreurs dans les notes qui sont retranscrites. Et puis qui est responsable en cas d'erreur? Ça, c'est un grand inconnu encore. Puis bien sûr, ben, je sais que c'est un inconnu. Ça ne l'est pas. C'est le professionnel de la santé qui est responsable en cas d'erreur. Ce ne sera jamais l'IA jusqu'à nouvel ordre. Euh, Encore une fois, tu sais, c'est un outil qui nous donne un gain de productivité, mais qu'est-ce qui arrive avec ce gain de productivité-là? C'est pas, ça ne va pas alléger la charge de travail. C'est presque jamais vu, ça. C'est toujours une augmentation de la cadence. On nous en demande plus. Tu sais, ce qu'on fait avec le temps qui est libéré, ben, c'est finalement faire plus de choses, là. La protection des données, mon Dieu, c'est une préoccupation centrale avec ce genre d'outils-là. C'est d'ailleurs un des principaux facteurs qui font en sorte que le DSN actuellement, ben, en tout cas, avec tous les tourments médiatiques qu'on connaît, là, et j'insiste sur le tout dernier point, détournement comme outil de contrôle des travailleuses et des travailleurs. Parce que ça arrive souvent, ces technologies-là qu'on nous impose comme des technologies banales ou des technologies de soutien, finalement, c'est parce que ça produit de la donnée, hein. Ça produit de la donnée sur comment vous travaillez, à quelle vitesse vous traitez les dossiers, comment vous interagissez avec la patientèle. Euh, et puis, ces données-là peuvent, ultimement, si c'est mal encadré, être utilisées à des fins de surveillance du travail, même à des fins disciplinaires, des fois. Tout dépend de l'encadrement là, qui est autour, bien sûr. Fait que c'est ce qu'on appelle le détournement ou la dénaturation parfois des outils technologiques, tu sais, qui deviennent des fois des outils de surveillance. Comme là, avec le DSN, on nous a dit que les patients auraient accès à certains bouts des notes prises par les professionnels, ce qui ouvre qui amène des nouvelles questions là, par rapport à ça. Bon. Je vois le temps. Je vais passer par-dessus cette partie-là. OK, puis on va passer à la gouvernance. Puis naturellement, ça me fera plaisir de parler de compétences parce que il y a plein de choses à dire là-dessus. Voilà. La gouvernance, hein, quel pilier d'une gestion démocratique de l'IA en santé, mais comme partout, comme dans tous les secteurs. Et là, je vais m'appuyer aussi sur la Déclaration de Montréal, comme Joël l'a fait en entrée de jeu. Euh, Tu sais, la gouvernance de l'IA ou l'encadrement, pardon, de l'IA en organisation de tous les secteurs d'activité confondus. Moi, je la vois comme une forme de gâteau, là. Donc, voici mon gâteau de l'encadrement. Euh, le premier palier, la première couche, c'est toujours les principes directeurs, principes éthiques, principes normatifs, puis notamment, puisqu'on est à Montréal, pourquoi pas parler de la Déclaration de Montréal, mais il y a l'OCDE aussi, il y en a, il y a l'ONU. Les grandes, les grands organismes mondiaux se sont dotés de principes directeurs sur l'éthique de l'IA. On pourrait s'attendre, c'est pas le cas ici, comme Joël l'a dit, mais on pourrait s'attendre à ce que ces principes directeurs-là guident l'évolution législative. Il y a les cadres législatifs qui, eux, ensuite, vont servir d'assises pour les cadres de gouvernance des entreprises, des organisations publiques également. Puis dans la gouvernance, là, c'est un grand mot, la gouvernance, hein, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, mais on la voit vraiment, nous, comme, tu sais, gouvernance, c'est vraiment les valeurs qui se transmettent en des mécanismes précis d'encadrement comme les comités technologiques puis comme les politiques sur l'usage de l'IA. OK? Puis là, je reviens ici au principe directeur.
Je pense il y en a beaucoup là, qui sont fondamentaux pour les questions de démocratie, mais d'abord, il y a bien sûr, comme Joël le disait, celui de participation démocratique. Puis, tu sais, voyez ce que dit la Déclaration de Montréal sur le principe de participation démocratique. Ça veut dire que les systèmes d'intelligence artificielle doivent répondre aux critères d'intelligibilité, de justifiabilité, d'accessibilité, puis ils doivent être soumis à un examen, un débat démocratique. Bon. Et là, si on défilait le reste là, du texte sur ce principe-là, il y a la question de transparence qui est fondamentale avec la participation démocratique. Puis, tu sais, ça dit d'intelligibilité, justifiabilité, d'accessibilité. La transparence de l'IA, donc la transparence de la présence de l'IA, mais aussi de qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est fondamental. Et selon nos données, je reviens au sondage dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est en partie là où le bas blesse. Ça, c'est des données, là, les résultats que vous voyez là, c'est pas propre à la santé. C'est tout secteur confondu, là. Vous voyez sur les différents indicateurs de transparence et de participation démocratique, vous voyez le taux le taux d'accord là, avec l'énoncé. Ça fait qu'on la transparence, c'est seulement 26% des gens qui s'entendent pour dire que l'IA est déployée de façon transparente. 31% disent qu'ils se sentent informés de la présence de l'IA. 12% disent qu'ils ont été consultés. Et puis 24%, donc moins d'une personne sur quatre, sait, ou en tout cas est en mesure de dire que oui, il y a une politique qui encadre l'IA dans leur organisation. Donc, c'est parmi nos résultats du sondage, c'est ça fait partie des choses les plus saillantes, là. Le manque d'encadrement flagrant de l'IA dans les milieux. C'est sûr qu'il y a des choses, c'est au niveau, tu parlais, Joël, des directives du ministère sur l'IA dans la fonction publique. Oui, mais ça semble pas percoler. Mais en tout cas, il faut dire que notre sondage a été fait avant aussi, là, je dois préciser, vraiment, ça a été fait avant l'arrivée de la dernière directive gouvernementale, mais bon. Je suis pas sûr que si on reprenait la photo aujourd'hui, que les chiffres auraient évolué de tant que ça. Euh, l'autre, un autre, du moins, grand principe de la Déclaration de Montréal qui est associé à la démocratie, je pense, c'est celui de la responsabilité. Ça s'applique de façon assez centrale, je pense, dans le secteur de la santé. Qui est responsable? Comment dire? Ce que dit la déclaration, puis ce que disent la plupart des grandes chartes là, sur l'éthique de l'IA, c'est que seuls des humains peuvent être tenus responsables. Donc, en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est que la décision finale doit revenir aux humains et non pas aux IA. Les décisions finales qu'on prend. Euh, et puis, ben, voyez les chiffres, tu sais, c'est mieux, c'est plus, ça va mieux du côté de la responsabilité que du côté de la transparence, mais il y a encore une portion significative là, des gens qui savent pas si la responsabilité leur incombe ou qui disent en fait qu'ils sont pas autonomes d'appliquer ou non les recommandations de l'IA ou qui sont pas en mesure de l'évaluer. Tu sais, pour pouvoir vraiment euh, exercer sa responsabilité là-dedans. Encore faut-il être conscient qu'il faut superviser l'IA, donc que l'IA n'est pas parfaite. Encore faut-il être autonome, de ne pas appliquer les... Parce que si on est responsable d'une décision de l'IA, mais qu'on n'a pas le choix d'appliquer la recommandation de l'IA, ça va mal. Et puis, il faut être capable donc d'évaluer. Donc, vous voyez les chiffres ici, tu sais, je pense que ce qui nous surprend beaucoup, c'est au niveau de la supervision. Là, seulement 43% des gens disent que l'IA a besoin de supervision, alors que oui, dans à peu près tous les contextes, l'IA a besoin de supervision. On peut très rarement se fier comme ça. OK? Euh, puis là, je vais terminer là-dessus, mais je ferai peut-être un lien avec Alaya Care. Tu sais, dans cet exemple-là, des infirmières en soins à domicile. La zone de responsabilité est encore un flou. Hein, parce qu'elles ont peu d'autonomie pour contredire les décisions algorithmiques pour l'instant, du moins selon ma compréhension de la situation. Tu sais, l'algorithme décide les routes, décide la séquence, décide vraiment de l'organisation du travail. Mais elles sont encore très imputables, bien sûr, là, s'il y a un incident ou quoi que ce soit, une erreur qui survient. Euh, donc, c'est des zones problématiques comme ça qu'on risque de voir arriver de plus en plus. Voilà. Je vais m'arrêter ici, peut-être avec mes quatre messages clés, bien sûr.
si ça vous tente de parler de compétences dans les questions, ça va me faire plaisir. Donc, message que l'IA progresse en santé, pas meilleur. Beaucoup d'occasions. Faut pas l'oublier, là, beaucoup de belles occasions, euh, beaucoup de promesses intéressantes. Mais énormément de risques aussi. Grand problème au niveau de l'encadrement. On espère que ça va s'améliorer. Puis la modération a bien meilleur goût si on veut préserver nos compétences. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. C'est super, super intéressant. Puis tu as abordé des sujets là, que je sais qui vont passionner nos participants. Fait que je vais juste éteindre l'enregistrement. Donc, merci beaucoup.